À ma fille, qui a enfin trouvé un homme assez désespéré. Mon père a dit cela, son verre levé, un large sourire aux lèvres, devant 60 invités, à ma propre fête de fiançailles. La pièce est tombée dans un silence de mort. Pas le genre de silence poli. Le genre de silence où l'on peut entendre quelqu'un retenir son souffle à 3 tables de là. La main de mon fiancé s'est crispée sous la nappe. J'ai senti son corps commencer à se lever, mais j'ai tenu son bras, fermement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai marché jusqu'à l'avant de cette salle, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai projeté un unique document sur l'écran. L'associé de mon père depuis 15 ans a laissé tomber sa coupe de champagne. Elle s'est brisée sur le sol en marbre. Et ce son. C'était le bruit de la vie entière de mon père qui s'effondrait. Mais cette histoire ne commence pas à la fête. Elle commence 3 mois plus tôt, la nuit où j'ai trouvé quelque chose dans les comptes de mon père que je n'étais jamais censé voir. Je m'appelle Daniel Upton, j'ai 29 ans, et je suis experte comptable judiciaire. Avant de continuer, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner, mais seulement si cette histoire vous parle sincèrement. Laissez votre ville et votre heure locale dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous ramener en octobre dernier, la nuit où mon père m'a traité de cas social pour la dernière fois. Mon père, Richard Upton, a bâti son entreprise de construction à partir de rien. Littéralement rien, un pick-up, un prêt obtenu sur une poignée de main, et des journées de 17 heures. Au moment de ma naissance, Upton Marsh Construction comptait 12 employés, une flotte de camions, et une réputation dans notre ville qui faisait que les gens se tenaient un peu plus droit quand mon père entrait dans une pièce. J'ai grandi en voyant les gens l'admirer. L'hôte des barbecues de quartier, le président des collectes de fonds de l'église, le type qui payait une tournée à tout le monde au bar du country club et ne vous laissait jamais l'oublier. À la maison, cependant, les règles étaient différentes. Mon père ne frappait pas. Il n'en avait pas besoin. Il avait une voix qui pouvait vous faire sentir haut comme 3 pommes sans jamais l'élever au-dessus d'un volume de conversation. J'avais 9 ans la première fois. Je m'en souviens clairement. CM1. J'ai ramené un bulletin scolaire. Que des A, et une note de l'enseignante disant que j'étais une joie à avoir en classe. Je l'ai posé sur le comptoir de la cuisine comme si je présentais une preuve pour ma propre défense. Il l'a à peine regardé. Les bonnes notes ne veulent pas dire que tu es intelligente, Daniel. Les profs donnent ça quand ils ont pitié d'un gamin. Ma mère, Linda, était assise juste là. Elle a bu une gorgée de son café, n'a rien dit. C'était le système. Il coupait, elle regardait. Je saignais en silence. Mais voici ce qui rendait tout si confus. Et c'est la partie que les gens ne comprennent pas quand on grandit comme ça. Mon père n'était pas cruel tous les jours. Quand j'avais 12 ans, il m'a appris à faire du vélo dans l'allée. Et quand j'ai finalement atteint le bout de la rue sans tomber, il a dit, ça, c'est ma fille. Je me suis accroché à ces 4 mots pendant des années, je les ai rejoués dans ma tête quand les choses allaient mal. Ce n'est que bien plus tard que j'ai réalisé qu'il l'avait dit devant les marches, qui était là pour le dîner. Ma performance était bonne. Il s'en attribuait le mérite. C'est la seule version de la fierté que mon père ait jamais eue, celle qui nécessite un public. Le schéma n'a pas changé en grandissant. Il est juste devenu plus sophistiqué. Remise des diplômes universitaires. J'ai terminé avec la mention magna cum laude, une mineure en comptabilité et une autre en justice pénale. J'avais cumulé 2 emplois pour maintenir ma moyenne. Mes mains tremblaient quand j'ai traversé cette scène. Mes parents sont venus. Mon père portait son plus beau costume. Et au dîner d'après, dans un steakhouse que je ne pouvais pas me permettre, qu'il avait choisi, il a passé 45 minutes à parler à mes amis d'université du dernier contrat municipal de son entreprise. 45 minutes. Mes amis n'arrêtaient pas de me jeter des regards. Je continuais de sourire. Quand l'addition est arrivée, il a dit, assez fort pour la table, eh bien, Daniel, espérons que ce diplôme vaille plus que le papier sur lequel il est imprimé. Tout le monde a ri, parce que c'est ce qu'on fait quand Richard Upton fait une blague. On rit. 1 an plus tard, j'ai décroché mon premier vrai poste dans un cabinet d'expertise comptable judiciaire. Bon cabinet, recrutement compétitif. J'ai appelé mes parents pour partager la nouvelle. Ma mère a dit, félicitations. Mon père a pris le téléphone et a dit, espérons que tu ne les mettes pas en faillite.
J'ai ri. J'ai dit « Merci, papa ». J'ai raccroché. Je suis restée assise dans ma voiture sur le parking pendant 20 minutes. Vous savez ce qui est le pire? Je pensais que c'était normal. Quand la cruauté est l'eau dans laquelle vous nagez, vous ne savez pas que vous vous noyez. Vous pensez que c'est juste comme ça que le courant se déplace. Ce n'est qu'avec Nathan que quelqu'un m'a finalement tendu un miroir. Il l'a dit à notre 3e rendez-vous, après que j'ai raconté une histoire drôle sur mon père faisant un discours au mariage de mon cousin, où il a plaisanté en disant que j'étais la suivante, si quelqu'un voulait bien de moi. Nathan n'a pas ri. Il a posé sa fourchette et m'a regardé. Daniel, ce n'est pas normal. Tu le sais, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu, mais quelque chose s'est fissuré cette nuit-là. Quelque chose de petit. Quelque chose qui, finalement, allait tout changer. J'ai rencontré Nathan Cole lors d'une conférence commune pour les avocats et les experts comptables judiciaires à Baltimore. Il présentait sur les litiges en matière de fraude financière. Je prenais des notes, 3 rangs derrière. Il n'était pas tape à accent grave l'œil. Il ne commandait pas une pièce comme le faisait mon père. Nathan était le genre d'homme qui écoutait plus qu'il ne parlait. Et quand il parlait, chaque mot atterrissait exactement là où il devait. Stable, posé, l'opposé de tout ce dans quoi j'avais grandi. Nous sommes sortis ensemble pendant 14 mois avant que je ne l'amène à la maison pour rencontrer mes parents. J'aurais dû savoir comment ça se passerait. Mon père a ouvert la porte, a serré la main de Nathan, et en 3 minutes, il avait transformé le salon en une salle d'interrogatoire. Où Nathan avait-il fait ses études? Quelle était sa fourchette de salaire? Venait-il d'une famille aisée? Nathan a répondu à tout calmement. Sans se défendre, sans se pavaner, juste des réponses honnêtes et directes. Puis mon père s'est penché en arrière dans son fauteuil et a dit, « J'espère que tu es patient, mon garçon. Ma fille est du genre à avoir besoin d'être guidée. » La pièce est devenue silencieuse. Ma mère a regardé ses mains. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, je ne sais même pas quoi, mais Nathan m'a devancé. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, Daniel est la personne la plus capable que j'ai jamais rencontrée. Pas de chaleur, pas d'agressivité, juste un fait. Livré comme s'il le lisait sur une page. Mon père n'a pas répondu. Il a juste fixé Nathan pendant 3 longues secondes, puis a changé de sujet pour parler de football. Mais je l'ai vu, le micro-mouvement de sa mâchoire, l'éclair derrière ses yeux. Nathan n'avait pas peur de lui. Et ça, je le réalise maintenant, c'était le début de la fin. Parce que tout le système de mon père dépendait du fait que tout le monde dans la pièce ait juste un peu peur. Et Nathan, tout simplement, ne l'était pas. L'homme que j'aimais venait de devenir le nouveau problème de mon père. Nathan m'a demandé en mariage un dimanche matin. Pas de bague dans une coupe de champagne, pas d'écriture dans le ciel. Il m'a fait du café, s'est assis en face de moi à notre table de cuisine, et a dit, « Je veux que le reste de ma vie ressemble exactement à ça. Veux-tu m'épouser ?» J'ai dit oui avant qu'il ne finisse sa phrase. Nous voulions quelque chose de petit pour la fête de fiançailles. 15, peut-être 20 personnes. Nos amis, un jardin, du vin. Simple. Mon père avait d'autres plans. Il a appelé 2 jours après la demande. Je m'occupe de la fête, Daniel. J'ai déjà réservé le Whitfield. Le Whitfield? Un lieu qu'il utilisait pour ses événements d'entreprise. Service de voiturier, sol en marbre, écran de projection, et son surround pour les présentations. Papa, nous n'avons pas besoin de tout ça. Nathan et moi pensions à quelque chose de décontracté. Décontracté? Il a ri. Les fiançailles de ma fille et tu veux des hot dogs dans le jardin? C'est moi qui paie. Laisse-moi faire ça. J'ai regardé Nathan. Il a secoué la tête lentement. Puis ma mère a appelé. Sa voix avait cette douceur exercée qu'elle utilisait quand elle voulait que je cède. Laisse-lui juste ça, Daniel. C'est ton père. Il essaie de faire quelque chose de gentil. Alors, j'ai cédé, comme je cédais toujours, comme elle m'avait appris à céder. En une semaine, la liste d'invités a grimpé à 60. J'ai fait défiler les noms sur mon téléphone. Ses amis du country club, ses contacts professionnels, ses partenaires de golf, des gens dont je reconnaissais les noms de famille sur la liste des cartes de vœux de son entreprise.
Mes amis, 8 au total. Ce n'était pas ma fête de fiançailles. C'était sa scène. Et je lui avais tendu le micro sans me battre. Je ne savais pas encore qu'il écrivait son toast depuis une semaine, et que ce qu'il avait écrit n'était pas une bénédiction. C'était une arme. La veille de la fête, Nathan et moi étions allongés dans notre lit, lumières éteintes, tous les deux fixant le plafond. « C'est ta fête » a-t-il dit doucement. « Pas la sienne. Tu peux encore changer le plan. Si je le combats maintenant, il rendra les 6 prochains mois un cauchemar. Tu ne le connais pas quand il est en colère, Nathan. Passons juste la soirée. » Nathan est resté silencieux un long moment. Puis il s'est tourné vers moi. « D'accord. Mais j'ai besoin que tu entendes quelque chose. Je n'épouse pas ton père. Je t'épouse, toi. Et à un moment donné, tu vas devoir décider où se situe la limite. » Il m'a embrassé sur le front et a éteint la lampe. Je suis resté là, dans le noir, à réfléchir. Il y a une histoire que ma mère m'a racontée une fois, quand j'avais 16 ans. Juste nous deux, en train de nettoyer après Thanksgiving. Elle a dit qu'au début de son mariage, peut-être la 2e ou la 3e année, elle s'était opposée à mon père à propos de quelque chose. Elle n'a pas voulu dire quoi. Il a répondu en annulant sa carte de crédit. Pas temporairement, définitivement. Elle a dû lui demander de l'argent pour les courses pendant les 8 mois suivants, jusqu'à ce qu'il décide qu'elle avait appris sa leçon. Elle m'a raconté ça en essuyant une assiette, souriant comme si c'était une anecdote amusante sur la météo. Elle ne s'est plus jamais opposée. Pas une seule fois, en 30 ans. Cette nuit-là, allongé à côté de Nathan, j'ai enfin compris ce qu'était vraiment cette histoire. Ce n'était pas un souvenir. C'était un avertissement. Ma mère me montrait le prix du silence, et le coût de la prise de parole. J'ai regardé le plafond et j'ai pensé, si je ne trace pas la ligne maintenant, je deviendrai elle. Souriant à travers la douleur, essuyant des assiettes, racontant la même histoire à ma propre fille un jour, comme si c'était juste quelque chose qui était arrivé. Je n'ai pas pu dormir après ça. Le soir suivant, vendredi, la veille de la fête, je suis passé chez mes parents pour déposer le plan de table. Mon père était dans son bureau, porte ouverte, lunettes de lecture sur le nez, écrivant quelque chose sur un bloc-notes jaune. « Papa, qu'est-ce que tu écris ?» Il n'a pas levé les yeux. « Mon toast. »« Ne t'en fais pas. »« Je peux le lire ?» Maintenant, il a levé les yeux, a souri. Le genre de sourire qui n'a jamais dépassé sa bouche. « Tu l'entendras demain avec tout le monde. » Quelque chose de froid m'a traversé la poitrine. « Papa, c'est ma fête de fiançailles. Je pense que j'ai le droit de... » Daniel. Sa voix a baissé d'un demi-ton, le ton d'avertissement, celui qui signifiait « Arrête de parler. Fais-moi confiance, ma chérie. » Tout le monde se souviendra de ce toast. Ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte, tenant une tasse de thé. Elle a lu la pièce en une demi-seconde, elle a toujours été douée pour ça, et a détourné la conversation. Ton père fait toujours des discours merveilleux, chérie. Tu te souviens du départ à la retraite de l'oncle Joe? Je me souvenais du dîner de retraite de l'oncle Joe, il y a 4 ans. Mon père s'est levé devant 40 personnes et a plaisanté en disant que Joe prenait sa retraite parce que plus personne n'avait besoin de lui, pas même sa femme. Joe a ri. Tout le monde a ri. La femme de Joe, non. C'était le don de mon père. Il pouvait vous éventrer en public et faire en sorte que ça sonne comme de l'affection. J'ai quitté le bureau sans un mot de plus. J'ai pris mon sac d'ordinateur de la voiture. J'avais une date limite pour un audit client le lundi matin et je devais finaliser les dossiers pendant le week-end. Le sac est allé dans le coffre. Apporte l'ordinateur à la fête, avait dit Nathan plus tôt. Tu pourras travailler pendant la mise en place. Envoie le dossier avant le dîner. Une suggestion pratique, rien de plus. Cet ordinateur finirait par être la chose la plus importante que j'apporterais à cette fête. Mais aucun de nous ne le savait encore. Samedi matin, le jour de la fête. Je buvais du café et je passais en revue les plans de table quand la coordinatrice de l'événement a envoyé par email la liste finale des invités. Richard avait fait des ajouts de dernière minute. J'ai ouvert la pièce jointe, 62 noms. J'ai commencé à compter. Son quatuor de golf,
les Henderson du Country Club, 2 couples de son chapitre du Rotary, les Warren, son courtier d'assurance et sa femme, un entrepreneur qu'il connaissait depuis 6 mois. 6 mois. Et l'homme était invité à ma fête de fiançailles. Gérald et Patricia Marsh. Table 1, au premier rang, juste à côté de la famille. Mes amis d'université, mes collègues. Je les ai trouvés. Table 8, près de la cuisine. J'ai appelé mon père. Papa, où sont mes amis? Emily, Jazz, le groupe du travail. Ils sont à la table du fond. Il n'y avait pas de place devant, Daniel. J'ai dû prioriser. Prioriser qui? Tes potes de golf? Sa voix s'est aiguisée. C'est une opportunité de réseautage, pas une soirée pyjama. Ne sois pas égoïste. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, non pas de colère, mais de l'impuissance familière d'être réarrangé par quelqu'un qui pense posséder chaque pièce où il entre. Nathan observait depuis l'autre côté de la cuisine. Il n'avait pas dit un mot pendant l'appel, mais sa mâchoire était serrée. Il a invité Gérald à s'asseoir à la table 1, ai-je dit. Premier rang, juste à côté de nous. Nathan s'est appuyé contre le comptoir. Tu sais pourquoi, n'est-ce pas? Je l'ai regardé. Il se donne en spectacle, a dit Nathan. Pour Gérald, pour eux tous. Le père aimant, la famille heureuse. Il nous met en vitrine, comme une vitrine pour ses partenaires commerciaux. J'ai fixé la liste d'invités sur mon écran. 62 noms, et j'étais un accessoire à ma propre fête. J'ai fermé l'ordinateur, je me suis habillé, et j'ai conduit jusqu'au lieu de réception pour assister au spectacle de mon père. Je suis arrivé au Whitfield 1 heure en avance pour aider à la mise en place. Le lieu était exactement le genre d'endroit que mon père aimait. Briques apparentes, luminaires en laiton, un lombard en acajou, un écran de projection au fond, déjà prêt pour le diaporama que mon père avait organisé avec des photos de famille. Des photos qu'il avait choisies, des moments qu'il avait approuvés. J'ajustais les centres de table à la table 3 quand j'ai entendu sa voix. Elle venait du couloir, près du vestiaire. Mon père et Gérald Marsh, debout, proches, un verre déjà à la main. J'étais au coin du couloir. Ils ne m'ont pas vu. Je te le dis, Gérald, je suis si fier de ma petite fille. La voix de mon père, chaude, expansive, la voix qu'il utilisait en public. Elle est tout ce que j'ai élevé pour qu'elle soit. Gérald a ri. Tu as fait un sacré boulot, riche. Tous les pères ne restent pas aussi impliqués. La famille d'abord. Ça a toujours été ma devise. Je suis resté là, derrière le mur, le centre de table toujours à la main. Le mot a résonné. Fier. Mon père venait de dire qu'il était fier de moi. Il n'avait jamais, pas une seule fois, dit ce mot en face de moi. Pas à la remise des diplômes, pas quand j'ai passé mon examen d'expert comptable, pas quand j'ai obtenu ma certification CFE, pas une seule fois en 29 ans. Mais ici, dans un couloir, à l'homme dont il volait l'argent, c'est là que le mot vivait. C'était une monnaie, dépensée là où elle lui rapporterait quelque chose. J'ai posé le centre de table et je suis parti en silence. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste classé ça là où je classe tout ce que mon père me donne. À l'endroit où la douleur reste si longtemps qu'elle commence à ressembler à un meuble. Ce que je ne savais pas encore, c'était ceci, Gérald Marsh, l'homme debout là, qualifiant mon père de grand-papa, perdait discrètement des centaines de milliers de dollars à cause de l'homme qu'il portait au nu. Et j'avais la preuve sur mon ordinateur portable, dans le coffre de ma voiture. Laissez-moi revenir en arrière. 3 mois avant la fête, je travaillais tard à mon cabinet, plongé dans un audit jury comptable pour un client commercial, un promoteur immobilier de taille moyenne signalé pour des versements irréguliers. Un travail fastidieux, feuilles de calcul, virements bancaires et sociétés écran superposés comme des poupées russes. Je suivais une chaîne de paiement à travers une société à responsabilité limitée, enregistrée dans le Delaware, comme toujours, quand quelque chose a accroché. La SARL n'avait pas de site web, pas d'employés enregistrés, pas de déclaration publique au-delà du strict minimum. Mais les virements qui la traversaient étaient substantiels, constants, mensuels. J'ai continué à tirer le fil. La SARL était liée à une société holding. La société holding partageait un agent enregistré avec une autre entité. Et cette entité,
enterré à 3 niveaux de profondeur derrière assez de paperasse pour vous faire saigner des yeux, se rattachait à un nom que je reconnaissais, Upton & Marsh Construction LLC, l'entreprise de mon père. J'ai fixé l'écran. Mon café a refroidi. Le bureau était vide. Tout le monde était parti il y a des heures. L'équipe de nettoyage passait l'aspirateur dans le couloir. Ma formation a pris le dessus avant que mes émotions ne puissent le faire. Les experts en fraude certifiés ont une obligation. Si nous découvrons des preuves de fraude financière au cours de notre travail, nous n'avons pas le droit de regarder ailleurs. Ce n'est pas facultatif. C'est le travail. Mais c'était mon père. J'ai sauvegardé les fichiers, fermé l'ordinateur, suis rentré chez moi, suis resté assise dans ma voiture dans l'allée pendant 10 minutes, moteur éteint, main sur le volant. Puis je suis entré, j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur personnel et je l'ai nommé « Projet Atlas ». Au cours des semaines suivantes, j'ai travaillé dessus après les heures, seul, traçant chaque transaction, documentant chaque anomalie, construisant le genre de rapport que je construis pour les clients. Sauf que cette fois, le sujet était l'homme qui m'avait élevé. Je n'ai rien dit à personne. Pas encore. 2 semaines plus tard, je l'ai dit à Nathan. Non pas parce que je le voulais, mais parce que je ne pouvais plus le porter seul. Je me réveillais à 3 heures du matin, fixant le plafond, faisant des calculs dans ma tête, remettant en question chaque entrée de ce dossier. L'auditrice en moi savait ce que les données montraient. La fille en moi continuait de chercher une autre explication. Il n'y en avait pas. J'ai fait asseoir Nathan à la table de la cuisine un mardi soir. Je lui ai montré le résumé. Il l'a lu lentement, comme les avocats lisent tout. Une fois pour le contenu, une fois pour les implications. Quand il a fini, il a levé les yeux. Combien? Difficile à dire sans un accès complet, mais d'après ce que je peux tracer, c'est significatif. Sur une décennie. Il a posé les papiers. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je ne sais pas. C'est mon père. Nathan a hoché la tête. Il n'a pas insisté, n'a pas fait la morale, n'a pas dit ce que toute personne raisonnable aurait dit, à savoir, ton père est un voleur. Au lieu de cela, il s'est penché en avant et a dit la chose la plus importante. Il vole aussi un homme qui lui fait confiance. Gérald est son partenaire depuis 15 ans. J'ai regardé la table, le grain du bois, la trace de ma tasse de café. Quoi que tu décides, a dit Nathan, je suis avec toi. Mais ne reste pas assise là-dessus trop longtemps. Gérald mérite de savoir. J'étais d'accord. Mon plan était clair. Terminer l'audit, compiler le rapport complet, passer la fête de fiançailles. Puis, lundi matin, j'enverrai le rapport directement à Gérald, en personne si possible. Propre, professionnel, sans drame, sans scène. Juste la vérité. Livrée comme je la livre à n'importe quel client. Apporte l'ordinateur à la fête, a dit Nathan quelques jours plus tard. Tu as de toute façon cette date limite de lundi. C'était une suggestion pratique, raisonnable, le genre de chose qui avait tout son sens à l'époque. Mon père, bien sûr, avait ses propres plans pour cette soirée, et ils ont entièrement changé les miens. Samedi soir, 18h30. Le Whitfield ressemblait à une page de magazine, des bougies sur chaque table, des arrangements d'orchidées blanches, un quatuor à cordes dans le coin jouant quelque chose de doux et de classique que je ne pouvais pas nommer. Mon père s'était surpassé. C'était le truc avec Richard Upton. Quand il se donnait en spectacle, il le faisait à la perfection. Nathan et moi sommes arrivés ensemble. Je portais une robe en soie crème que j'avais achetée spécialement pour ce soir. Nathan était en costume bleu marine, sa main stable sur le bas de mon dos alors que nous franchissions les doubles portes. Mon père nous a accueillis dans le foyer. Il animait déjà la pièce, champagne à la main, poignée de main prête. La voilà. Il a ouvert les bras. Voilà ma belle-fille. Il m'a serré dans ses bras, a tenu l'étreinte pendant 3 secondes complètes. Son parfum était vif et cher. Mon corps s'est raidi. Mon père ne m'avait jamais appelé « belle ». Pas au bal de promo, pas à la remise des diplômes, pas en 29 ans de vie sous son toit. Mais ici, devant les invités qui arrivaient, devant Gérald et Patricia Marsh qui donnaient leur manteau aux préposés, j'étais soudainement sa belle-fille. Je l'ai serré en retour, car que faire d'autre?
Gérald m'a serré la main chaleureusement. Félicitations, Daniel. Ton père n'a pas arrêté de parler de cette fête depuis des semaines. Merci, monsieur March. Je suis contente que vous soyez là. Et je le pensais, mais pas de la manière dont il le pensait. Nathan a serré ma main sous la table une fois que nous nous sommes assis. Je me suis penché vers lui et j'ai chuchoté, il se donne en spectacle. Nathan a chuchoté en retour, je sais. Respire. J'ai regardé autour de la salle, 60 visages, des bougies vacillantes, du vin versé, mon père se déplaçant de table en table comme un candidat en campagne, serrant des mains, tapant sur des épaules, riant de son grand rire. C'était sa soirée, pas la mienne. Pas encore. Le dîner a été servi à 19h15. Mon père avait arrangé les places, de sorte qu'il était en bout de notre table, la table 1, avec Gérald et Patricia à sa droite, ma mère à sa gauche, et Nathan et moi en face d'eux, comme un tribunal. La nourriture était excellente, le vin était cher, et mon père était en grande forme. Quelque part entre l'entrée et le plat principal, il a commencé à raconter des histoires. Pas sur Nathan et moi, mais sur moi. Les plus grands succès des échecs de Daniel, reconditionnés en comédie. Est-ce que je vous ai déjà raconté la fois où Daniel a raté son permis de conduire? 3 fois. Il a levé 3 doigts. Des rires ont parcouru la table. Et la cuisine? Oh, mon Dieu! La cuisine. Elle a failli brûler la cuisine en faisant des œufs brouillés. Des œufs brouillés. Plus de rire. Puis il s'est penché, d'un air conspirateur, comme s'il partageait un secret. Et son premier petit ami, comment s'appelait-il? Daniel? Kevin? Kyle? Il a tenu environ 4 mois avant de prendre ses jambes à son cou. La table a ri. Ma mère a ri. Même des gens qui ne me connaissaient pas ont ri, parce que mon père avait ce don. Le don de faire sonner la cruauté comme de l'affection. J'ai souri. Le sourire automatique. Celui que je pratiquais depuis que j'avais 9 ans. Nathan n'a pas souri. Sa main a trouvé la mienne sous la table et l'a tenue. De l'autre côté de la table, Patricia March a légèrement penché la tête. Elle s'est penchée vers ma mère et a dit, doucement, mais pas assez doucement, Richard est un peu dur avec elle ce soir, non? La réponse de ma mère est venue instantanément, par réflexe, comme une réponse entraînée le fait toujours. Oh, c'est juste sa façon de montrer qu'il l'aime. Patricia m'a regardé. Nos yeux se sont croisés pendant une demi-seconde. Elle n'a rien dit d'autre, mais je pouvais le voir, la reconnaissance, l'alarme silencieuse d'une femme qui sait exactement ce qu'elle regarde. Elle m'a dit plus tard, j'ai su à ce moment-là. Je ne savais juste pas à quel point ça allait mal tourner. 20h15. Les assiettes à dessert sont débarrassées. Le quatuor à cordes fait une pause. Mon père se lève. Il boutonne sa veste, prend une cuillère, la tape contre sa coupe de champagne 3 fois. La salle se tait de cette manière exercée. La manière dont les gens se taisent pour un homme qu'ils ont appris à écouter. Je veux lever mon verre à ma fille, Daniel. Je me suis redressé sur ma chaise. Mon cœur a fait quelque chose de stupide. Il a espéré. Même après tout, après 29 ans de preuve, une partie brisée de moi se penchait encore vers la lumière. Peut-être cette fois. Pendant 29 ans, a-t-il dit, balayant la salle de ce regard de showman, j'ai regardé cette fille se débattre. Le mot a atterri comme une pierre dans l'eau. Avec l'école, avec le travail, avec chaque relation qui n'a pas tout à fait fonctionné. Mon visage est devenu brûlant. Je pouvais sentir 60 paires d'yeux se tourner vers moi. Pour être honnête, il y a eu des moments où je n'étais pas sûr que quelqu'un resterait assez longtemps pour la comprendre. Quelques rires gênés, des verres tenus en l'air. Puis il a levé sa flûte de champagne, a souri de son plus grand sourire, et a livré la phrase qu'il écrivait depuis une semaine. Alors ce soir, je veux porter un toast à Daniel. Qui a enfin trouvé un homme assez désespéré. Il a ri. Un grand rire généreux de Richard Upton. Personne ne l'a rejoint. Le silence qui a suivi a été le son le plus assourdissant que j'ai jamais entendu. 60 personnes figées, fourchettes posées, yeux grands ouverts. Une femme à la table 4 a couvert sa bouche avec sa main. Gérald March fixait son assiette. La main de Patricia est allée sur le bras de son mari.
Le corps entier de Nathan s'est tendu à côté de moi. J'ai senti son poids se déplacer. Sa chaise a commencé à bouger. J'ai posé ma main sur son bras, ferme, stable. Non, ai-je chuchoté. Je m'en occupe. Le silence a tenu. Quelques personnes aux tables éloignées ont levé leur verre par pur malaise, la mémoire musculaire l'emportant sur le jugement. La plupart ne l'ont pas fait. Marc, le témoin de Nathan, a posé son verre sur la table délibérément, comme pour faire une déclaration. Il a secoué la tête une fois. Lentement. Helen Cole, la mère de Nathan, s'est tournée et a regardé directement ma mère. L'expression sur son visage n'était pas de la colère. C'était de l'incrédulité. Pure, non diluée. Ma mère a détourné le regard. Mon père est resté là, le verre toujours levé, lisant la pièce. Il était assez intelligent pour sentir la température chuter. Mais Richard Upton n'avait jamais reculé devant une salle de sa vie, alors il a insisté. « Oh, allez » a-t-il dit, souriant plus largement. « C'est une blague. Daniel sait que je l'aime. » Il s'est tourné vers moi, les yeux brillants de cette chaleur fabriquée. « N'est-ce pas, ma chérie ?» 60 personnes m'ont regardé. J'ai regardé mon père. 5 secondes ont passé. 5 secondes, c'est long quand personne ne respire. Puis je l'ai dit, calme. Clair. 2 mots. Assieds-toi, papa. Son sourire a vacillé. Juste une fissure. Daniel, ne sois pas dramatique. J'ai dit, assieds-toi. Ma voix ne s'est pas élevée. Je n'en avais pas besoin. La salle était si silencieuse qu'un murmure aurait porté jusqu'au mur du fond. Mon père m'a regardé fixement. Pendant une horrible seconde électrique, j'ai pensé qu'il allait argumenter. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est fermée. Il a regardé autour de lui, cherchant un allié, un rire, n'importe qui, et n'a rien trouvé. Juste 60 visages le regardant comme des témoins. Il s'est assis. C'était la première fois de toute ma vie que mon père faisait ce que je lui disais de faire. J'ai repoussé ma chaise, je me suis levé, j'ai lissé le devant de ma robe, et j'ai marché, calme, stable, sans me presser, jusqu'à l'avant de la salle. J'avais un ordinateur portable dans mon sac et un dossier qui avait attendu ce moment sans que ni l'un ni l'autre ne le sache. La marche de la table 1 à l'avant de cette salle faisait peut-être 10 mètres. Ça a semblé 1 kilomètre. Je pouvais sentir chaque regard me suivre, le bruissement des serviettes, quelqu'un qui se raclait la gorge, une chaise qui grinçait alors que quelqu'un se déplaçait pour mieux voir. Mon sac d'ordinateur était sous la table audiovisuelle, près de l'écran de projection. Je l'y avais caché pendant la mise en place, prévoyant d'envoyer mon dossier de lundi pendant le cocktail. Je n'en avais pas eu besoin alors, j'en avais besoin maintenant. J'ai ouvert le sac, j'ai ouvert l'ordinateur. Mes mains étaient stables, mon cœur ne l'était pas. La voix de mon père est venue de derrière moi. Tranchante. « Daniel, qu'est-ce que tu fais ?» Je ne me suis pas retourné. J'ai branché le câble HDMI dans le port du projecteur, le même projecteur que mon père avait installé pour son diaporama familial organisé. Des photos de vacances qu'il avait choisies, de fêtes qu'il avait mises en scène, une compilation d'une famille qui n'existait pas. L'écran s'est allumé. J'ai ouvert le dossier. Projet Atlas. Puis je me suis retourné pour faire face à la salle. 60 personnes. Ma mère agrippant sa serviette. Nathan, maintenant debout, à 3 pas derrière moi. Gérald marche à la table 1, ses lunettes de lecture toujours perchées sur son nez après avoir examiné le menu des desserts. Mon père vient de dire à 60 personnes qu'aucun homme ne m'épouserait volontairement, ai-je dit. Ma voix était égale, professionnelle, le même ton que j'utilise lorsque je présente des conclusions à un client. Je pense qu'il est juste que ces mêmes 60 personnes sachent qui est vraiment mon père. J'ai cliqué sur le fichier pour l'ouvrir. La première page a rempli l'écran. Fond blanc, texte noir, un en-tête qui disait « Résumé de l'audit jury comptable, transfert de fonds non autorisés, Upton & Marsh Construction, LLC ». La coupe de champagne de Gérald Marsh a commencé à basculer dans sa main. Je n'ai pas fait de discours. Je n'en avais pas besoin. Ceci est un rapport d'audit jury comptable que j'ai compilé au cours des 3 derniers mois, ai-je dit.
Il documente un schéma de transfert de fonds non autorisé de l'entreprise que mon père codétient avec Monsieur Gérald March. J'ai fait défiler jusqu'à la page de résumé. 3 colonnes, date, montant, compte de destination. Une décennie de transactions exposées dans le format propre et clinique que j'avais été formé à produire. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Mon père s'est levé d'un bond. Sa chaise a raclé le sol en marbre avec un son qui a fait sursauter 2 personnes. C'est ridicule. Sa voix était forte maintenant. Forte d'une manière qu'elle n'était jamais en public. La voix d'intérieur se fissurant pour montrer ce qui vivait en dessous. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je me suis retourné et je l'ai regardé directement. Pour la première fois en 29 ans, j'ai regardé mon père sans broncher. Papa, je suis une experte en fraude certifiée. C'est littéralement ce que je fais. La salle n'a pas halté. C'était pire que ça. Elle a juste absorbé. 60 personnes traitant l'information en même temps. Je pouvais le voir se déplacer à travers les tables comme la météo. Les yeux écarquillés, les mains cherchant les téléphones, les couples se penchant l'un vers l'autre pour chuchoter. Puis le son. Vers sur marbre. Aigu, final. La flûte de champagne de Gérald March a glissé de ses doigts et s'est brisée sur le sol. Le son a fendu le silence comme un coup de feu. Patricia a attrapé le bras de son mari. Gérald. Gérald ne l'a pas regardé. Il fixait l'écran. Son visage était devenu gris. Le genre de gris qui vient quand on regarde 15 ans de confiance se dissoudre en 15 secondes. Puis il a regardé mon père, et l'expression sur le visage de Gérald March, je ne l'oublierai jamais. Ce n'était pas de la colère. Pas encore. C'était le regard d'un homme découvrant que sa maison était en feu depuis des années, et que personne ne le lui avait dit. Mon père a agi vite. Il l'a toujours fait quand les murs se refermaient. Il s'est avancé vers Gérald, les 2 paumes en l'air, la posture du pacificateur. Gérald, écoute-moi. Elle ment. Elle est en colère. J'ai fait une blague qu'elle n'a pas aimée, et maintenant elle invente des choses pour m'humilier. Gérald a levé une main. Sans se lever. Sans crier. Juste une main, paume vers l'extérieur. La façon dont on arrête la circulation. Non. Un mot. Mais sa voix a tremblé. Et ce simple tremblement portait plus de poids que tout ce que mon père avait dit de toute la soirée. Gérald a sorti son téléphone de la poche de sa veste. Il a composé un numéro, là, à la table 1, devant chaque personne dans cette salle. Sa voix était basse mais assez claire pour que les tables voisines entendent. Ray, c'est Gérald. J'ai besoin de toi au bureau lundi matin. Première heure. C'est à propos du partenariat. Il a raccroché. A posé le téléphone sur la table. N'a plus regardé mon père. Richard s'est tourné vers ma mère. Sa contenance se fissurait maintenant, visiblement, en temps réel, comme de la glace sous le poids. Linda, dis-leur qu'elle a perdu la tête. Dis-leur. Ma mère est restée parfaitement immobile. Ses mains étaient jointes sur la table. Ses yeux étaient sur son assiette. Elle n'a rien dit. Le même silence qu'elle m'avait donné pendant 29 ans. Elle le lui a finalement donné à lui. Et pour la première fois, son silence n'était pas une protection. C'était une permission. Des chaises ont commencé à racler. Des invités à la table éloignée se sont levés discrètement, attrapant manteau et sac à main. Pas de sortie spectaculaire, juste le retrait lent et indubitable de personnes qui ne voulaient plus être dans la pièce. Nathan s'est avancé à côté de moi. Il n'a pas dit un mot, a juste posé sa main doucement entre mes omoplates. Puis une voix est venue de la table 2. Hélène Cole, la mère de Nathan, s'est levée. Elle s'est approchée de moi, a pris mes 2 mains dans les siennes, et a dit « Je suis fière de toi, ma chérie ». 4 mots. Les 4 mots exacts que j'avais attendu d'entendre de mon père toute ma vie. Ils sont venus de la mère de quelqu'un d'autre, et d'une certaine manière, cela les a rendus encore plus significatifs. Gérald s'est levé lentement. Il s'est stabilisé avec une main sur la table, non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'ils se tenaient ensemble. Il a marché jusqu'à mon père. Les 2 hommes se sont fait face devant 60, non, peut-être 50 personnes maintenant. Certains s'étaient déjà éclipsés. Des témoins.
15 ans, riche. La voix de Gérald était calme, contrôlée, la voix d'un homme qui choisit ses mots parce qu'il sait qu'une salle pleine de gens se souviendra de chacun d'eux. 15 ans que je t'ai fait confiance. Mon père a commencé à parler vite. Gérald, laisse-moi t'expliquer. Il y a un contexte ici. Les transferts étaient. C'est une restructuration. Mon comptable a conseillé. Ton comptable. Gérald a presque ri. Presque. Ta fille est une experte comptable judiciaire, Richard, et elle vient de me montrer ce que ton comptable cachait. Mon père a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Gérald a ajusté sa veste, a redressé sa cravate. Puis il a dit, doucement et précisément, mon avocat vous contactera lundi matin. Ne m'appelez pas. Ne venez pas au bureau. Ne me contactez pas. Il s'est tourné vers Patricia. Elle était déjà debout, manteau sur le bras, prête. Ils étaient mariés depuis 35 ans. Elle savait quand il était temps de partir. Mais Patricia s'est arrêtée. Elle s'est approchée de moi, a pris ma main et l'a serrée. Merci d'avoir dit la vérité, Daniel. Je sais ce que ça t'a coûté. J'ai hoché la tête. Ma gorge était trop serrée pour parler. Les marches sont sorties par les doubles portes. La salle les a regardés partir. Personne n'a essayé de les arrêter. Personne n'a dit au revoir à Richard. Mon père est resté seul au centre de la pièce. Le projecteur brillait toujours derrière lui, projetant le résumé de l'audit sur son dos comme une ombre qu'il ne pouvait pas secouer. Une par une, les tables se sont vidées, les manteaux ont été récupérés, les voitures ont démarré sur le parking. Pas une seule personne ne s'est arrêtée pour lui serrer la main en sortant. À 21h, la salle était presque vide. Le quatuor à cordes avait remballé il y a 20 minutes. Le personnel de service se déplaçait silencieusement entre les tables, débarrassant les assiettes d'un dîner que personne n'avait terminé. Ma mère était assise à la table 1. Même siège, même posture. Elle n'avait pas bougé depuis 45 minutes. Mon père se tenait près du bar, veste enlevée, cravate desserrée. Il tenait un verre de whisky qu'il n'avait pas bu. J'ai fermé mon ordinateur, débranché le câble HDMI, glissé l'ordinateur dans mon sac. Mes mains tremblaient maintenant, pas pendant, mais après. L'adrénaline partait, et ce qu'elle laissait derrière elle était quelque chose de plus lourd. J'ai marché jusqu'au centre de la pièce. Mon père m'a regardé. Ses yeux étaient rouges. Je ne sais pas si c'était de la rage ou quelque chose de plus profond. Peut-être les deux. Tu viens de détruire ton propre père, a-t-il dit. J'ai tenu son regard. Non, papa. Tu t'es détruit toi-même. J'ai juste arrêté de te couvrir. Pour une blague? Tu as fait ça pour une blague? Il ne s'agit pas du toast, et tu le sais. Il s'est tourné vers ma mère. Dernière carte, dernier jeu. Linda, tu vas la laisser me faire ça? Ma mère a levé les yeux de la table, et pour la première fois en 30 ans de mariage, dans une vie de silence exercé, elle a parlé. Tu as fait ça, Richard. Pas elle. Sept mots, silencieux, presque doux, mais ils ont atterri comme une porte qui se ferme. Le visage de mon père a fait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Il s'est effondré. Pas en larmes. Mon père ne pleurait pas. Mais en une sorte de vide. Le regard d'un homme qui n'a plus personne à blâmer. J'ai ramassé mon sac. Nathan était près de la porte, tenant mon manteau. Au revoir, papa, ai-je dit. Il n'a pas répondu. Je suis sorti du Whitfield, ma main dans celle de Nathan. L'air de novembre était vif et pur. Je l'ai respiré profondément, pleinement, comme si j'avais été sous l'eau pendant 29 ans et que je venais de refaire surface. Mes mains tremblaient encore. Ce n'était pas une victoire. C'était un deuil portant un autre manteau. Mais c'était fait. Lundi est arrivé vite. L'avocat de Gérald, Raymond Stein, était dans le bureau de Pton Marsh à 8h du matin avec une ordonnance du tribunal pour un audit jury comptable complet des livres de l'entreprise, mené par un cabinet tiers indépendant, pas moi. Mon rapport a été le catalyseur, mais le processus devait être propre. Je comprenais cela. Je le voulais. Mardi, la nouvelle avait circulé comme elle le fait toujours dans les petites communautés,
par des appels téléphoniques qui commencent par « Tu as entendu » et se terminent par « J'ai toujours pensé que quelque chose clochait ». Richard Upton a été retiré de la liste des membres du Ridgewood Country Club. Pas suspendu. Retiré. 22 ans de cotisation, de galas de charité et de tournois de golf, disparu en un seul vote du conseil d'administration. L'homme qui payait des tournées pour tout le bar ne pouvait plus franchir la réception. Mercredi, 3 des contacts professionnels qui s'étaient assis à ces tables soigneusement arrangées le samedi soir avaient discrètement coupé les ponts. Pas de déclaration publique, juste des appels non retournés, des déjeuners annulés, l'effacement lent et délibéré qui se produit lorsque les gens décident que vous ne valez plus la peine d'être associé. La nouvelle n'a pas fait les journaux. Elle n'en avait pas besoin. Dans une communauté de cette taille, la fête elle-même était le gros titre. 60 témoins, ces 60 versions de l'histoire se propageant comme des ondulations. Mon père m'a appelé 11 fois cette semaine-là. Je n'ai pas décroché, pas une seule fois. Le 12e appel est allé sur la messagerie vocale. Je l'ai écouté une fois. Daniel, tu dois arranger ça. Rappelle-moi maintenant. Toujours à donner des ordres, même maintenant. J'ai supprimé le message vocal et j'ai posé mon téléphone sur le comptoir, écran vers le bas. Nathan préparait le dîner. Il m'a jeté un coup d'œil, mais n'a pas demandé qui avait appelé. Il n'en avait pas besoin. L'homme qui contrôlait chaque pièce où il entrait ne pouvait pas faire en sorte que sa propre fille réponde au téléphone. Et pour la première fois de ma vie, ce silence était à moi de le donner, pas à lui de le prendre. L'audit indépendant a duré 6 semaines. Lorsque le rapport final est arrivé, il a tout confirmé dans mon dossier, et plus encore. 837 000 $. C'était le total siphonné à travers des sociétés écrans sur une période de 10 ans. Des transferts mensuels assez petits pour éviter de déclencher des alertes automatiques, assez grands pour financer un style de vie qui n'était pas celui de Richard Upton. La maison au bord du lac, le bateau, l'adhésion au country club qu'il n'avait plus. Gérald a intenté une action en justice civile en janvier, manquement aux devoirs fiduciaires, fraude, détournement d'actifs du partenariat. Son avocat a dit à Nathan, officieusement, d'avocat à avocat, qu'un renvoi pénal au bureau du procureur était envisagé. Mon père a engagé un avocat de la défense, un bon, mais les bons avocats coûtent cher, et les actifs liquides de mon père étaient gelés en attendant l'issue de l'affaire civile. Il a épuisé ses économies personnelles au cours des 2 premiers mois. En mars, Upton & Marsh Construction a été suspendu, les opérations arrêtées, les contrats annulés. Les 12 employés dont mon père se vantait autrefois percevaient le chômage. Puis la maison au bord du lac a été mise en vente. J'ai vu l'annonce en ligne. La même maison où mon père organisait des barbecues pour le 4 juillet. Où il tenait audience sur la terrasse arrière avec une bière à la main, racontant à qui voulait l'entendre comment il avait tout construit à partir de rien. Il s'est avéré qu'une grande partie de ce « tout » appartenait à Gérald. Nathan m'a montré l'annonce un soir. Je l'ai regardé pendant 10 secondes, puis j'ai fermé l'onglet. « Ça va » a-t-il demandé. « Je ne lui ai pas fait ça » ai-je dit. Il s'est fait ça à lui-même. Nathan a hoché la tête. « Je sais, mais ça ne fait quand même pas du bien. Ce n'est pas censé le faire. » Il avait raison. La justice n'est pas censée ressembler à une célébration. Elle est censée ressembler au poids d'une porte qui se ferme enfin. Lourd, final, et nécessaire. Mais le moment le plus lourd était encore à venir. Et il est arrivé 2 semaines plus tard par un appel téléphonique que je n'attendais pas. Ma mère a appelé un dimanche après-midi. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Peut-être l'instinct, peut-être l'espoir, peut-être juste le fait qu'elle ne m'avait jamais appelé un dimanche auparavant. Les dimanches étaient le jour de Richard. Football et silence. Daniel. Sa voix était différente, plus petite, mais en quelque sorte plus claire, comme si elle avait enfin enlevé quelque chose de lourd de sa poitrine. Salut, maman. Une longue pause. Je pouvais l'entendre respirer. Puis, j'aurais dû dire quelque chose il y a 30 ans. Je suis désolé. J'ai fermé les yeux, me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine. Les mots que j'avais attendu toute ma vie d'entendre, et ils sont arrivés enveloppés dans 30 ans de regrets. J'ai vu ce qu'il te faisait, a-t-elle continué. Chaque fois. Et je me disais que c'était sa façon de s'inquiéter.
C'est ce que je me disais, Daniel. Parce que l'alternative, admettre que j'avais laissé ma fille être blessée par son propre père, c'était trop. Maman? Laisse-moi finir, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée. Ce que tu as fait à cette fête, te lever comme ça, je n'ai jamais été aussi courageuse. Pas une seule fois dans ma vie. Et te regarder, ça a brisé quelque chose en moi. Je n'ai pas dit, ce n'est pas grave, parce que ce n'était pas le cas. Pas encore. Peut-être pas avant longtemps. Ce que j'ai dit, c'est, je t'aime, maman. Mais l'amour ne suffit pas. Plus maintenant. J'ai besoin que tu me le montres. Elle est restée silencieuse. Puis, j'ai commencé à voir quelqu'un, un thérapeute. La semaine dernière, c'était ma première séance. J'ai pressé ma main sur ma bouche. Mes yeux brûlaient. C'est un bon début, maman. Nous avons parlé pendant 20 minutes de plus. Prudemment. De la manière dont on marche sur de la glace mince, conscient de chaque pas, conscient qu'elle pourrait se fissurer. Mais en avançant. 2 jours plus tard, j'ai reçu un texto de mon père. Justin, la dernière communication que je recevrai jamais de Richard Upton. Tu as choisi un étranger plutôt que ton propre sang. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai compris. Et c'était la confirmation finale dont j'avais besoin. Gérald Marsh, son partenaire de 15 ans, son ami, l'homme dont il avait volé l'argent. Mon père l'appelait encore un « étranger ». Richard Upton ne savait pas ce qu'était la confiance. Il ne comprenait que le contrôle. Et quand le contrôle a disparu, il ne lui restait plus rien. J'ai supprimé le texto. Et je n'ai pas regardé en arrière. 6 mois après la fête, Nathan et moi avons organisé notre propre célébration. Pas au Whitfield, dans aucun lieu de réception. Dans le jardin des parents de Nathan. 15 personnes, des guirlandes lumineuses du magasin de bricolage, des hamburgers sur le grill, une enceinte Bluetooth jouant une playlist que Nathan et moi avions faite ensemble un dimanche matin paresseux. Pas de projecteur, pas de diaporama, pas de plan de table. Mes amis, Émilie, Jasmine, l'équipe du travail, étaient assis sur des chaises de jardin et buvaient de la bière en canette. La mère de Nathan, Hélène, a apporté ses fameux carrés au citron. Marc a apporté un toast qui faisait 3 phrases et qui a fait rire tout le monde. Un vrai rire, celui qui vient du ventre, pas de l'obligation. Ma mère est venue. Elle est arrivée tôt, apportant un plat qu'elle avait fait elle-même, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années, parce que mon père commandait toujours un traiteur. Elle était plus silencieuse que d'habitude, prudente avec ses mots. Mais elle était là, présente, essayant. Mon père n'était pas invité. Au milieu de la soirée, on a sonné à la porte. Une livraison. Des fleurs. Un immense arrangement de pivoine blanche avec une carte. Je l'ai ouverte. À Daniel, la personne la plus honnête que j'ai jamais connue. Félicitations, Gérald et Patricia Marsh. Je suis resté dans l'encadrement de la porte, tenant cette carte pendant un long moment. Nathan est venu derrière moi. Ça va? Ouais, ai-je dit. C'est juste que. J'ai passé 29 ans à essayer de mériter un seul mot de mon père. Et voilà Gérald Marsh qui me donne quelque chose que mon père n'a jamais pu. Nathan a passé son bras autour de moi. Certains construisent, d'autres prennent. Tu ne peux pas changer celui que ton père a choisi d'être. J'ai pressé mon visage contre son épaule et j'ai pleuré. La première fois depuis la fête. De vraies larmes, désordonnées, laides. Non pas parce que j'étais triste exactement, mais parce que quelque chose qui avait été verrouillé pendant 29 ans s'était enfin ouvert, et tout ce qu'il y avait à l'intérieur avait besoin d'un endroit où aller. 15 personnes qui voulaient vraiment être là. C'est tout ce dont j'avais toujours eu besoin. On me demande si je le regrette. La réponse est compliquée. Je le regrette chaque jour, mais pas pour la raison que vous pourriez penser. Je ne regrette pas la vérité. Je ne regrette pas de m'être levé. Je regrette que mon père m'ait mise dans une position où j'ai dû choisir entre la loyauté et l'honnêteté. Ce choix n'aurait jamais dû être le mien à faire. Laissez-moi être clair sur quelque chose. Je n'ai pas projeté ce document pour me venger. Je ne suis pas monté là-haut avec un plan. Mon plan était lundi matin, propre, professionnel, privé.
Mais quand mon père s'est tenu devant chaque personne que j'aimais et leur a dit que je ne valais rien, quand il a transformé ma fête de fiançailles en une dernière performance où il était la star et j'étais la chute, quelque chose a changé. Pas de la colère, quelque chose de plus profond, la réalisation que si je m'asseyais et que j'avalais ça, j'avalerais tout, pour toujours. J'en avais marre d'avaler. La vérité, c'est que j'avais gardé le silence sur deux choses. Comment mon père me traitait, et ce que mon père avait fait à Gérald. Et à ce moment-là, j'ai compris que le silence était le même. Le silence sur l'abus et le silence sur la fraude venaient du même endroit, la peur. La peur de perdre un père qui n'avait jamais vraiment été le mien. Le silence n'est pas de la loyauté. Le silence est de la complicité. J'ai appris ça lors d'un dîner en regardant ma mère plier sa serviette et sourire. Si vous écoutez ceci et que quelque chose vous semble familier. Si vous savez ce que c'est que de s'asseoir à une table et de vous faire tout petit pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir grand, je ne vais pas vous dire quoi faire. Ce n'est pas ma place. Mais je vais vous dire ceci, fixer une limite avec votre famille ne signifie pas que vous ne les aimez pas. Cela signifie que vous vous aimez assez pour dire « je n'accepterai plus ça ». Et parfois, c'est la phrase la plus courageuse qu'une personne puisse prononcer. Voici où j'en suis maintenant. Nathan et moi nous marions le mois prochain. Petite cérémonie, 30 invités, chacun d'entre eux choisi par nous. Personne ne s'est porté volontaire pour prendre en charge l'organisation. Personne n'en avait besoin. Ma mère est toujours en thérapie. Nous parlons une fois par semaine, parfois deux. C'est prudent, ces conversations, comme réapprendre à marcher après une longue période en fauteuil roulant. Elle n'est pas la mère dont j'avais besoin quand j'avais 9 ans, mais elle essaie d'être la mère dont j'ai besoin maintenant, et j'apprends à la laisser faire. L'affaire civile de Gérald avance devant les tribunaux. Je ne suis pas les détails. J'ai fait ma déposition le mois dernier. Professionnel, factuel, sans émotion, juste les chiffres. Les chiffres suffisent. Richard a vendu la maison au bord du lac. J'ai entendu par un cousin qu'il loue un appartement du côté de la ville, seul. Linda a emménagé avec sa sœur en février. Mon père ne m'a pas contacté depuis ce texto. Je ne m'attends pas à ce qu'il le fasse. L'homme qui a passé 29 ans à contrôler chaque conversation a finalement rencontré une qu'il ne pouvait pas gérer. Je ne suis pas une héroïne. Je veux que vous le sachiez. Je ne suis pas une guerrière qui a planifié la mise à mort parfaite. Je suis une femme qui a été poussée trop loin, le mauvais soir, et qui avait par hasard les preuves pour riposter. C'est toute l'histoire. Certains jours, je me réveille et mon père me manque. Pas le vrai. Celui que j'ai inventé. La version qui m'a appris à faire du vélo et qui le pensait. La version qui a dit, fier, et qui ne se donnait pas en spectacle. Ce père n'a jamais existé. Mais le deuil est réel. Si vous regardez ceci et que vous savez ce que c'est que de pleurer quelqu'un qui est encore en vie, je vous vois. Et j'espère que vous savez. Vous avez le droit de faire votre deuil et d'avancer en même temps. Je ne suis pas une héroïne. Je suis juste quelqu'un qui a finalement dit la vérité. Et la vérité, il s'avère, était suffisante. Si l'histoire de Daniel vous a marqué, laissez un commentaire. Avez-vous déjà eu à choisir entre la loyauté et la vérité? Ou tapez simplement « Je me choisis ». C'est suffisant. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous. Je partage des histoires comme celle-ci chaque semaine. Des vraies personnes, des vrais moments, des vraies limites. Il y en a une autre qui vous attend dans la description. Je pense que vous la ressentirez. On se voit là-bas.